Si vous êtes curieux de savoir pourquoi un chirurgien se trouve parmi vous pour vous parler de lecture critique des articles, c'est parce que depuis quelques années, nous avons commencé, vu que le cursus officiel ne contient pas pour les étudiants une formation spécifique à la lecture critique ou à la méthodologie scientifique, nous avons développé pour les étudiants et les résidents un parcours qui commence par la recherche bibliographique jusqu'à des stages d'initiation à la recherche. Et c'est pour cela que le professeur Belkhadig m'a demandé de vous parler de la lecture critique d'articles. Et en 15 minutes, ça va être une mission difficile parce que les modules de formation sur la lecture critique d'articles, c'est des choses qui prennent dans des formations officielles 20, 30 heures, parfois même des diplômes ou une année. Je vais essayer de vous donner quelques astuces, quelques raccourcis pour pouvoir vous en sortir avec la lecture critique des articles. Alors pourquoi on va lire critiquement un article? Il y a deux possibilités. Celle qui ne concerne pas la majorité, c'est qu'on soit reviewer d'une revue, c'est-à-dire qu'on nous demande de lire les articles soumis pour décider s'ils valent le coup d'être publiés ou pas, ce qui n'est pas le cas de tout le monde. Le plus souvent, on va vouloir lire critiquement les articles dans le cadre de la formation médicale continue, afin de mettre à jour nos connaissances et afin de pouvoir répondre à des questions cliniques pertinentes qu'on va rencontrer chaque jour. Et quand on lit un article, on se pose toujours la question, est-ce que les résultats que je lis sur cet article sont applicables? Est-ce que je peux les appliquer dans ma pratique quotidienne? Et donc, pour nous tous, qui nous intéressons à notre formation continue, nous cherchons toujours à savoir si un article est pertinent ou pas. Et quand on fait une recherche bibliographique, on est très très vite confronté à un problème, et c'est un problème de quantité. Hier, j'ai mis diabète en recherche bibliographique sur PubMed. Il me dit qu'il y a 674 935 articles disponibles. Je crois que nous tous, dans toute une vie, nous ne pourrons pas lire 675 000 articles. Donc il nous faut trouver un moyen d'analyser ces articles-là. Et on sait aussi que sur ces 674 000, et on va le voir plus tard, il y a très peu de qualité. Deuxième problème, c'est qu'il est difficile de lire critiquement un article. Il faut qu'on ait l'expertise dans le domaine. Par exemple, je ne peux pas lire critiquement un article de diabétologie, je suis chirurgien, comme vous ne pouvez pas lire critiquement un article de chirurgie parce que vous n'avez pas l'expertise. Donc vous devez avoir un minimum de connaissances scientifiques sur le sujet pour pouvoir le critiquer. Ensuite, vous devez avoir un minimum de bagage en méthodologie scientifique. Comment on mène une étude médicale, comment on la réalise, comment on analyse les résultats, etc. Ça, c'est quelque chose qu'il faut avoir en prérequis. Ensuite, il faut avoir une bonne formation en biostatistique parce que pour pouvoir analyser les résultats statistiques, il faut savoir quelle méthode statistique on utilise et comment on peut l'interpréter. Et quand on a tout ce bagage, il faut qu'on sache comment rédiger un article, avoir un minimum de connaissances sur la manière d'écrire correctement un article pour pouvoir l'analyser. Parce qu'on peut très bien avoir toutes ces compétences-là, mais si on ne peut pas transformer ça en quelque chose qui est facilement lisible pour les lecteurs, ça va être compliqué. Alors, pour nous y retrouver, je vais reprendre par les bases pour essayer de vous expliquer un peu ce qu'il faut savoir de minimum sur ces choses-là. Alors, c'est quoi une étude scientifique? Une étude scientifique commence d'abord par un problème clinique. On se pose une question clinique, une situation vécue avec un ou plusieurs patients. Quand cette question clinique est fréquente et pertinente, on se pose une question de recherche. Est-ce que ce traitement est efficace par rapport à ce traitement? Est-ce que tel moyen diagnostique est meilleur que tel autre moyen diagnostique, etc. Donc on commence à se poser des questions. Quand on se pose la question, on fait la planification de l'étude. Quel type de patient on va mettre dans cette étude? Quels sont les critères mesures de cette étude? Quels sont les moyens diagnostico-thérapeutiques qu'on va utiliser? Comment on va choisir les patients, etc. C'est la partie méthode. Après avoir planifié, on réalise l'étude. Donc il faut la réaliser comme on l'a planifié du mieux qu'on peut. Et après, on a les résultats. Et quand on a les résultats, on doit les interpréter et c'est la réponse à la question qu'on s'est posée initialement. Ça, c'est de manière très très schématique comment on va réaliser une étude scientifique. Après, quand on veut rédiger ces résultats, il faut, comme je l'ai dit, les rédiger de manière précise, claire et concise pour qu'elles soient accessibles à la majorité des médecins qui vont la lire. Et généralement, il y a un plan à respecter pour faciliter la lecture. Ce plan, vous le connaissez tous, c'est ce qu'on appelle l'IMRAD, c'est Introduction, Matériel et méthodes, Résultats et discussions. Et pour faire le lien entre la réalisation d'une étude et la rédaction, l'introduction doit reprendre l'interrogation clinique et la question de recherche.
Les méthodes vont décrire comment on a planifié et réalisé cette étude. Dans le chapitre résultats, on va décrire les résultats. Et dans la partie discussion, on va discuter ces résultats par rapport à la littérature, par rapport aux difficultés qui existent pour pouvoir sortir avec des conclusions. Donc globalement, ça c'est le lien entre la méthodologie de recherche pour faire une étude scientifique et la méthodologie de rédaction pour rédiger un article. Et quand on lit critiquement un article, ce qu'on cherche à déceler, c'est les points faibles, les choses qui vont nous dire, faites attention, les résultats que l'auteur nous propose ne sont pas fiables. C'est ce qu'on appelle les biais. Et les biais, on essaie de les identifier. Et à titre purement schématique, on peut avoir des biais à plusieurs niveaux de la réalisation de l'étude. Par exemple, au moment de la sélection des patients. Imaginez que vous essayez de comparer deux traitements un traitement chez une population, deux traitements. Vous choisissez le groupe 1 qui va subir le traitement A, le groupe 2 qui va subir le traitement B. Ben, imaginez que le groupe 2, la moyenne d'âge est supérieure au groupe 1, ben, vos résultats sont critiquables parce que les deux groupes ne sont pas comparables. C'est ce qu'on appelle un biais de sélection. D'accord ? Donc si vous avez ce problème-là, vous mettez en doute les résultats de l'article. Après, quand vous faites vos études et que vous réalisez vos résultats, vous pouvez avoir des biais, par exemple, des biais d'exécution. Imaginez par exemple que vous fassiez votre étude et que dans votre réalisation, vous n'êtes pas rigoureux et vous avez des données manquantes. Imaginez que vous devez suivre les patients sur 5 ans et que vous avez 30% de perdu de vue. Quel que soit le résultat que vous allez retrouver, vous avez un biais d'exécution. Il y a 30% de patients qui vous n'avez pas pu suivre et donc vos résultats ne sont pas fiables. Comme vous pouvez avoir des biais de détection, imaginez par exemple que vous voulez voir l'impact d'un traitement sur l'équilibre diabétique, ben vous devez définir clairement par quelle méthode vous allez définir l'équilibre. Est-ce que par l'hémoglobine glyquée, est-ce que par le taux de glycémie, etc. Si vous avez des patients qui ont l'hémoglobine glyquée et d'autres qui ont juste la glycémie, ben vous ne pouvez pas dire que vos résultats sont fiables parce que vous avez deux méthodes de jugement qui ne sont pas comparables. Et donc vous avez un biais de détection. Donc tout ça pour vous expliquer que ces points faibles existent souvent dans des revues, et il faut les détecter pour savoir si le message est pertinent ou pas. Alors maintenant, en pratique, quelques raccourcis pour vous permettre de lire facilement un article scientifique quand vous êtes novice ou que vous n'êtes pas habitué à le faire. Il y a deux points importants qu'il faut définir. Un, le type de l'article, et deux, analyser la méthodologie de l'article. Alors, quand vous lisez les recommandations des sociétés savantes, généralement vous avez la recommandation et puis vous avez le grade de recommandation qui peut aller de A à C. Au fait, A veut dire que la preuve scientifique est basée sur des études de bonne qualité et les autres sur des études de moins bonne qualité. Alors, quelles sont les études de bonne qualité? Vous le savez tous, c'est les essais randomisés et c'est les méta-analyses des essais randomisés. Comme a été présenté par le professeur Romagui tout à l'heure, il nous vous a présenté que les résultats des études randomisées et des méta-analyses qui constituent le plus haut niveau de preuve. Donc, quand vous lisez un article et que c'est un essai randomisé, une méta-analyse, vous êtes déjà dans une catégorie d'articles qui est intéressante. Le problème, c'est que quand on refait la même recherche que j'ai faite tout à l'heure sur diabète qui nous a donné 674 000, il n'y a que 30 744 qui sont des essais randomisés ou des méta-analyses, ce qui constitue 4,5% des études publiées. En d'autres termes, il y a moins de 5% de ce qui est publié sur la littérature qui est pertinent. D'accord? Mais là, vous allez poser la question, alors, est-ce qu'on jette toute la littérature et on ne lit que les essais randomisés et les méta-analyses? C'est une question intéressante. Au fait, la réponse est non. Pour les situations fréquentes, quand je dis fréquentes, qui cliniquement sont fréquentes, qui ont fait le sujet de plusieurs études, avec un grand nombre de patients, avec de la bonne qualité, ne vous fiez qu'aux études de niveau 1. Et sur les autres situations cliniques qui sont beaucoup plus rares, comme des maladies rares, ou pour lesquelles il est très très difficile d'avoir un grand nombre de patients pour faire des essais randomisés, là vous êtes obligé de vous rabattre sur les essais de moins de bonne qualité. Par exemple, si je prends les études qu'a présentées le professeur Romagui, quand vous parlez du risque cardiovasculaire et diabète, vous avez tellement d'études randomisées et tellement de méta-analyses qu'il est inconcevable de prendre une étude rétrospective comme repère pour dire « je vais changer de pratique ». Par contre, quand vous prenez des situations où il y a 10 cas par étude
ou des maladies rares, vous êtes obligé de vous rabattre sur des niveaux plus faibles. Donc ça, c'est le raccourci numéro 1. Étude de niveau 1, essai randomisé méta-analyse pour les situations cliniques les plus fréquentes. Et le reste, si vous avez des situations cliniques moins fréquentes. Bien, la deuxième partie qui est plus difficile. Comment dire que la méthodologie de l'article est valable? Il y a un effort qui a été fait par des organismes internationaux pour rendre la rédaction d'articles de meilleure qualité. Et ces organismes, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont créé ce qu'on appelle des checklists. Pour chaque type d'article, ils ont dit aux auteurs, si vous voulez être publié, vous devez respecter cette checklist. Et donc, vous avez pour les méta-analyses la checklist Prisma, pour les essais randomisés la checklist Consort. Vous pouvez les trouver dans la littérature, ils sont gratuitement accessibles. Et on peut utiliser ces mêmes checklists pour faire l'analyse critique des articles. En gros, cette checklist, qu'est-ce qu'ils disent? Par exemple, pour l'introduction, est-ce que le rationnel de l'étude est exposé avec une bonne revue de littérature? Oui ou non? Est-ce que les hypothèses de recherche et les objectifs de travail sont bien définis? Oui ou non? Est-ce que le type d'étude est précisé? Est-ce que le lieu et les dates sont précisés? Est-ce que les critères d'inclusion et d'exclusion sont bien précisés? Et à chaque fois que vous répondez oui à cette question, vous augmentez la qualité des articles, et à chaque fois et plus vous répondez non, ça veut dire que vous devez vous poser des questions. Je vais vous donner l'exemple avec 2 articles que j'ai trouvés dans la littérature sur le diabète. Je ne suis pas expert, mais j'essaie du mieux que j'ai pu pour analyser critiquement et vous montrer comment cette checklist peut nous aider à facilement nous retrouver. Ceci est un article qui est sorti en mai 2019. C'est un essai randomisé coréen. Au fait, ils ont comparé dans un hôpital qui suit les patients qui ont un diabète de type 2 et une hypertension. Un groupe, ils ont fait un programme de méditation. Et chez un autre groupe, ils ont fait un programme d'éducation classique, classe, data show et discussion. Et donc, ils ont comparé les 2 groupes, après avoir fait les premières méditations et les autres éducations classiques pour 8 semaines, ils ont vu est-ce que ça avait un impact sur la maladie. Et ils ont trouvé que chez le groupe avec méditation, il y avait une réduction du taux de cholestérol, une réduction des marqueurs de l'inflammation, une amélioration de la qualité de vie. Donc quand on lit ça et qu'on voit que c'est un essai randomisé, on se dit tiens, c'est bien, tous nos patients doivent avoir un programme de méditation pour pouvoir se sentir mieux et ça permettra même d'améliorer les résultats biologiques. Maintenant, on va critiquer, analyse critique. Déjà d'emblée, on voit qu'il y a 21 patients versus 13. Vous avez une population très très faible. Et quand on a une population très très faible, la puissance statistique est très très faible. Donc déjà, on se dit, statistiquement, ça ne va pas tenir. Et même s'il prouve statistiquement quelque chose, on ne peut pas le prendre en considération. Maintenant, passons l'article à la checklist. On voit déjà que, première question, le type de l'étude est partiellement identifié. Pourquoi? Parce qu'ils disent que c'est un essai randomisé. Donc, ils ont de manière aléatoire choisi quel patient va aller dans chaque groupe. Mais en même temps, après, dans l'article, ils disent qu'ils ont sélectionné manuellement quels patients ils vont mettre dans chaque groupe. Donc, ce n'est pas très clair. Donc, ça fait poser la question, est-ce que c'est réellement randomisé ou pas? Et ça n'a pas été clarifié. Après, les critères d'inclusion et non-inclusion ne sont pas clairs. Parce qu'ils disent qu'on a inclus les patients qui ont été vus en septembre 2017. Mais au moment où ils disent, est-ce que ce sont tous les patients qui sont venus en consultation en 2017 ou c'est des patients qui sont suivis en 2017, etc. Est-ce qu'ils ont choisi juste un groupe de patients? Sur quels critères ils les ont choisis? Est-ce qu'ils ont été sélectionnés de manière particulière ou pas? Ils ne le précisent pas. Et là, on se pose la question. Si les critères d'inclusion ne sont pas clairs, est-ce qu'il n'y a pas un biais de sélection? Après, ils disent dans l'article, au fait, ils ont choisi au début 46 patients, 23 dans chaque groupe, et puis finalement, on se retrouve avec 21 patients dans le groupe méditation et 13 patients dans le groupe classique. C'est-à-dire qu'il y a 10 patients qui ont disparu d'un groupe, et ils ne précisent pas pourquoi ils ont disparu, ces patients. Et c'est important, parce que s'il y a 10 patients, c'est-à-dire presque la moitié des patients qui ont disparu d'un groupe, ça pose des questions. Pourquoi ils ont disparu? Et les auteurs n'expliquent pas. Donc, il y a encore un problème. Et puis après, comment les données ont été collectées? Parce qu'il y a ici, si vous vous rappelez dans l'article, il parle de l'amélioration de la qualité de vie. À aucun moment, ils ne précisent comment ils ont recueilli les données de qualité de vie. Est-ce qu'ils ont donné des questionnaires aux patients? Est-ce qu'ils ont demandé aux patients eux-mêmes? À quel moment? Au début, à la fin, etc. Ce n'est pas très clair. Alors, quand on avance un peu, dans l'article, dans les résultats, à aucun moment, ils disent est-ce qu'il y a eu des données manquantes ou pas.
Et comme vous le savez, il est quasiment impossible dans une étude d'avoir toutes les données présentes chez tous les patients. Il y a toujours des données manquantes. Et l'auteur doit toujours préciser quand il y a une donnée manquante, si elle est manquante ou pas et pourquoi. Et finalement, comme je l'ai dit, les limitations d'études, bien qu'elles aient été discutées par les auteurs, l'effectif est petit. Donc, finalement, ce travail, bien qu'il soit un essai randomisé de bonne qualité, il y a tellement de biais de sélection qu'automatiquement, son niveau de preuve passe du niveau 1 au niveau 2, et c'est comparatif randomisé de belle faible puissance. Et donc, rien qu'en appliquant la checklist, on a pu facilement trouver les éléments, les points faibles de cet article-là, et on peut dire clairement que on ne sait pas encore si la méditation, effectivement, est efficace pour réduire le taux de cholestérol et améliorer la qualité de vie, vu que cet article-là est critiquable. Je vous donne un deuxième exemple sur un article de moins bonne qualité. C'est un article qui est paru il y a 10 ans, en Tunisie, dans lequel ils ont dit « Nous allons identifier chez les apparentés de premier degré de patients diabétiques de type 1 les anticorps, alors des marqueurs sérologiques de type 1, ainsi que le polymorphisme HLA de classe 2. Donc ils ont cherché les marqueurs génétiques et immunologiques qui prédisposent au diabète chez les apparentés des diabétiques de type 1. Pourquoi? Parce qu'ils voulaient détecter dans cette population quel est le pourcentage de patients qui va nécessiter une détection, un dépistage précoce du diabète. Donc qu'est-ce qu'ils ont trouvé dans leurs résultats? Ils ont trouvé que 20% des apparentés avaient un de ces facteurs de risque. Ils ont conclu qu'il était nécessaire de faire cette détection chez les apparentés pour pouvoir dépister le diabète chez ces patients-là. Et 20%, c'est pas mal. Si on peut dépister, si on a une population chez qui on va avoir un taux de prévalence de 20% pour un dépistage, c'est exceptionnel pour la détection. Maintenant, passons l'article à la checklist. On sait déjà que c'est une étude prospective parce que c'est une analyse prospective des données. Alors, est-ce que le rationnel des études dont l'introduction a été précisé? Non, il n'a pas été précisé. Et à un moment, il explique pourquoi ils font ce travail dans l'introduction. C'est quand même curieux. Le type de l'étude n'est pas précisé. À aucun moment, les auteurs disent est-ce que c'est prospectif, rétrospectif, etc. Ils ne définissent pas les critères d'inclusion. Ils ont dit nous avons analysé 96 patients, chez 96 patients apparentés, mais comment ils les ont choisis? Au hasard, ceux qui sont présentés à la consultation, ceux que les médecins connaissent, ceux pour qui ils ont le numéro de téléphone. L'idéal aurait été qu'ils prennent tous les apparentés des patients qu'ils suivent sur une certaine période. Mais du moment qu'ils ne les précisent pas, il y a un biais de sélection. Il y a eu une sélection non définie des patients selon cette étude-là. Après, ils ne montrent pas comment ils ont collecté les données. À aucun moment, ils n'expliquent comment les données ont été collectées. Et ils décrivent une méthode statistique qui n'a aucun rapport avec l'objectif défini. Parce qu'ils ont dit, nous voulons, chez les apparentés, chercher ces anticorps et ces tests immunologiques. Et puis dans les tests statistiques, ils parlent de trouver une corrélation entre la production d'un anticorps et un allèle particulier. Ce n'est pas cohérent. Et puis on continue, les valeurs manquantes ne sont pas expliquées, les résultats décrits ne correspondent pas aux objectifs. À aucun moment dans leur discussion, ils ne parlent de ces limitations de leurs études, ils parlent de l'étude comme si le résultat était non critiquable. Et à aucun moment, ils ne disent qu'on peut généraliser cette étude à tous les autres patients. Et pour vous donner un exemple, ils disent l'objectif de notre travail est d'étudier la prévalence des auto-anticorps dirigés contre les cellules Langerhans, etc. Donc ça ressemble à du descriptif. Et leur conclusion est, au total, l'étude de la corrélation entre les anticorps antipancréas et les allèles H1 de risque nous a permis de mieux identifier les sujets à risque. C'est-à-dire que là, on est un peu perdu. Est-ce que c'est une étude descriptive? Est-ce que c'est une étude analytique? La corrélation entre l'objectif et la conclusion est complètement décalée. Et donc, finalement, quand on veut classer cet article, on le met au plus bas de l'échelle de la qualité, niveau 4, étude épidémiologique descriptive, transversale, longitudinale, etc. Donc, les résultats de ce travail ne peuvent en aucun cas être pris en considération pour la pratique clinique. Et donc, voilà, si vous avez ces deux outils, vous avez déjà un pied dans la lecture critique d'articles. Donc le type d'article et avoir une checklist de lecture d'articles va vous permettre de facilement vous retrouver quand vous lisez un article scientifique. Je vous remercie.